La bête est là. Il faut que notre génération sache que la bête est réellement là. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ notre Dieu. La bête est là. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Vous allez voir. La pandémie en Afrique, le variant Delta progresse à un rythme alarmant. Selon l'OMS, il représente 84% des cas en RDC, la République démocratique du Congo. Les hôpitaux sont débordés. Le président Félix Tshisekedi refuse de se faire vacciner à l'AstraZeneca, qui selon lui n'est pas assez efficace. Une prise de position qui tranche avec les efforts du gouvernement. La correspondance à Kinshasa de Clément Bonnereau. J'ai eu raison de ne pas me faire vacciner. Ces propos tenus par le président Félix Tshisekedi lors d'une interview jeudi ont suscité une très vive polémique en RDC. Certains ont accusé le président de torpiller la campagne de vaccination contre la Covid-19 lancée en avril dernier. Cette campagne a pourtant déjà beaucoup de mal à convaincre. En 2 mois et demi, moins de 60 000 personnes ont reçu au moins une dose du vaccin AstraZeneca, le seul disponible en RDC. Beaucoup de Congolais, à l'instar du président, estiment en effet qu'il y a des doutes quant à son efficacité et à sa fiabilité. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ bénisse chacun de vous partout où vous vous trouvez. Notre message tourne autour de la question suivante. Est-ce que les vaccins contre le coronavirus seraient-ils bien la marque de la bête? Si d'autres personnes dans le monde ont peur du vaccin pour n'importe quelle raison, cela n'est pas le cas pour les chrétiens que nous appelons les enfants de Dieu. C'est-à-dire que si aujourd'hui des chrétiens sont réticents par rapport au vaccin contre le coronavirus, ce n'est pas parce qu'ils considèrent les vaccins comme étant un breuvage mortel. Car le Seigneur Jésus-Christ nous a donné une promesse dans le livre de Marc chapitre 16, versets 17 à 18, qui dit ceci, je cite, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » J'ai eu raison de ne pas me faire vacciner. Ces propos tenus par le président Félix Tshisekedi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point du mal.
ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné une assurance. S'il arrive à un enfant de Dieu de boire quelques breuvages mortels, cela ne va pas lui causer du tort. Sur base de ces messages, de cette promesse, les enfants de Dieu n'ont pas peur du vaccin contre le coronavirus comme étant un poison ou un breuvage mortel. Non. L'inquiétude de l'Église, c'est par rapport à une prophétie biblique qui dit que dans les temps de la fin, la bête et la deuxième bête obligeront le monde à avoir sur eux la marque de la bête, soit sur leur front ou sur la main droite. C'est là où se trouve le problème des chrétiens. Les enfants de Dieu se posent la question, est-ce que ces vaccins n'est-il pas peut-être la marque de la bête? La marque de la bête, soit sur leur front ou sur la main droite. C'est là où se trouve le problème des chrétiens. Les enfants de Dieu se posent la question, est-ce que ces vaccins n'est-il pas peut-être la marque de la bête? C'est pour ça que nous partirons dans les livres de l'Apocalypse, chapitre 13, du verset 16 au verset 18, la Bible dit ceci. Et elle fit que tous, elle, c'est la deuxième bête qui est le faux prophète. Parce qu'il y a deux bêtes dans le livre de l'Apocalypse selon la prophétie biblique. Alors ici, il s'agit de la deuxième bête. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est à cause de cela, dès que l'Église était au courant de la présence de la bête dans notre génération, les chrétiens sont devenus prudents parce qu'ils savent que la bête imposera sa marque. Donc la peur qui est dans le cœur
de ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu, bien de ceux qui ne sont pas des chrétiens, cette paire-là est différente par rapport aux problèmes qui concernent les chrétiens vis-à-vis de la marque de la bête. Je vous invite à regarder attentivement ce qui se passe à l'écran. Pourquoi? Parce que le monde a peur, mais cela n'est pas le cas pour les chrétiens que nous sommes. C'est comme ça, lorsque vous regardez à votre écran, vous allez remarquer que tous nos politiciens, ou bien les politiciens du monde entier, que vous êtes en train de voir, regardez bien, ils sont en train de se faire vacciner avec de l'intelligence artificielle. Revenons maintenant pour les chrétiens. La Bible, dans les livres de l'Apocalypse que nous venons de lire, ne nous présente pas un objet ou un matériel physique ou palpable, comme si cela était la marque de la bête. Donc ça veut dire que la Bible ne cite pas telle chose ou telle chose serait la marque de la bête. Mais par contre, la Bible nous fournit des indices. Qui nous amène à découvrir la marque de la bête. Ça, c'est la première des choses. Quels sont ces indices-là? Le premier, c'est que cette marque sera imposée à tous, petits et grands, riches ou pauvres, libres ou esclaves. Tous seront obligés de recevoir la marque. C'est sur base de tous ces indices que nous allons arriver à remonter pour découvrir la marque de la bête. Donc la première des choses, c'est que cette marque sera accompagnée avec une obligation à toute personne de pouvoir les recevoir. Je ne sais pas si c'est le cas du vaccin contre le coronavirus. Nous allons passer au deuxième indice. Le deuxième indice, c'est ce que nous trouvons dans l'Apocalypse. Toujours 13, verset 17, dont la Bible dit ceci. Que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc ça veut dire que si vous refusez d'avoir ou bien de recevoir cette marque sur vous, vous serez privé d'acheter ni de vendre. Donc ça veut dire que vous serez même interdit soit d'aller travailler. Parce que en allant travailler, vous serez en train de vendre votre temps ou bien votre compétence pour qu'à la fin du mois, vous recevez un salaire qui vous permettra d'acheter tout ce que vous aurez besoin pour la survie de vous-même et de votre famille. Je ne sais pas si c'est le cas avec le vaccin contre le coronavirus. Est-ce qu'il y a une loi pareille qui se dit que si vous ne le prenez pas, vous serez interdit d'avoir accès au marché pour acheter ou bien pour vendre, ou bien vous serez interdit de travailler? Alors comment vous allez trouver de l'argent pour survivre? Je ne sais pas si c'est le cas de ces vaccins. Tout ça, ce sont des indices qui nous permettent de découvrir la marque de la bête. Le troisième indice, c'est ce que nous trouvons dans l'Apocalypse. Toujours chapitre 13, verset 16. Au début, la Bible dit ceci. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Elle fit que tous. Elle, c'est qui? C'est la deuxième bête qui est le faux prophète. Donc, ça veut dire que pour que quelque chose soit identifié comme étant la marque de la bête, il faut qu'il y ait la présence non seulement de la première bête, mais aussi de la deuxième bête. Parce que c'est la deuxième bête qui oblige les gens à recevoir la marque de la bête. Alors, la question maintenant à poser, c'est de savoir, dans ce monde actuellement, est-ce qu'il y a la présence
de la première bête et de la deuxième bête. Nous vous le confirmons que la première bête est déjà là et la deuxième bête aussi est déjà là. Et le dernier indice, c'est que la marque, il faut le recevoir sur le front ou sur la main droite. C'est vrai que pour ces vaccins, nous les recevons à l'épaule, beaucoup plus à l'épaule gauche. Mais comment ça pourrait quitter l'épaule gauche pour se retrouver au niveau du front ou au niveau de la main droite? Oui, moi je vous dis que c'est possible avec l'intelligence artificielle. Car l'intelligence artificielle utilise la technologie NBIC. Ça veut dire N comme nanotechnologie. B comme la biotechnologie. I comme informatique et C comme la science cognitive. Donc ça veut dire que avec l'intelligence artificielle et les moyens informatiques, les nanoparticules qui est utilisé comme un agent véhiculant, comme un ballon vide à l'intérieur dans lequel ils ont rempli de médicaments. Là, je vous parle bien du point de vue médical. Et ces ballons, avec la technologie actuelle de l'intelligence artificielle, seraient commandés pour amener les médicaments d'un point A à point B. Donc ça veut dire qu'ils peuvent te l'injecter au niveau de l'orteil droite, au niveau du pied, et ces nanoparticules-là aura la mission de pouvoir véhiculer dans ton corps humain pour amener ces médicaments au niveau du point C, peut-être au niveau de la main droite ou au niveau du pied ou au niveau même de la tête. Cela est possible avec l'intelligence artificielle. C'est comme ça, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'avant que nous puissions passer à autre chose, je vous mettrai une vidéo de 9 minutes qui nous fera voyager dans un laboratoire médical, là où les nanoparticules sont fabriquées. Et vous allez écouter les techniciens laboratoires qui est là, comment il explique les nanoparticules. Il dit bien que les nanoparticules, c'est comme un véhicule qui a pour mission de faire quitter des médicaments d'un point à un autre. C'est comme un ballon. À l'intérieur, au lieu qu'il y ait de l'air, mais par contre, ils ont mis des médicaments. Et ce ballon va circuler dans le corps humain. Pour amener les médicaments à sa destination finale. Et cela est possible avec l'intelligence artificielle. Et les nanoparticules, c'est quoi? Avant que je vous mette cette vidéo-là, les nanoparticules, en fait, premièrement, c'est une matière comme du sucre. Donc ça veut dire, si vous prenez le sucre, vous mettez dans l'eau, après quelques temps, ça va disparaître. Les nanoparticules, c'est comme ça. Donc ça, quand ça entre dans ton corps, ça a juste la mission de ramener des médicaments d'un point à un autre pour les déposer à cet endroit-là. Et après quelques temps, ça va disparaître dans ton organisme. Ça ne reste pas éternellement. Mais sa mission est tout simplement de pouvoir véhiculer. C'est comme ça, lorsque vous allez voir la vidéo que je vais vous mettre, le monsieur qui explique les nanoparticules, vous allez voir à l'arrière-plan,
il y a des petites, donc à l'arrière-plan, il y a de petites voitures dessinées. Donc ce décor-là, c'est un message pour vous dire que, regarde ce que nous vous expliquons par rapport aux nanoparticules, c'est les dessins que vous voyez derrière moi. C'est comme ça que derrière ces messieurs-là, vous allez voir, c'est dessiné de petites voitures qui circulent. Lui-même, un moment, se fera filmer dans une voiture qui n'est pas une voiture normale, mais c'est juste un dessin pour vous donner l'idée de ce que nous attendons par les nanoparticules. Et pourquoi ça porte ce nom-là de nanoparticules? C'est parce que, avec l'intelligence artificielle, les scientifiques ont trouvé les moyens de pouvoir prendre un capsule à la taille nanométrique. Donc, ça veut dire qu'en un mot, tu prends ton cheveu, un seul cheveu, tu le prends, mais pas en longueur, non, mais en largeur. Donc, ça veut dire que tu les divises par 50 000. Alors, un de cette partie-là, c'est ce qu'on appelle nano. Si tu prends déjà ton cheveu, pas en longueur, mais en largeur, ou bien du point de vue section, tu divises ces petits cheveux-là par 50 000. Alors, tu prends un seul de ces morceaux-là, c'est ce qu'on appelle nano. C'est invisible à l'œil nu. C'est aussi invisible avec des microscopes que nous trouvons à l'hôpital, bien dans des laboratoires. Pour voir cette partie-là, il faut utiliser les microscopes industriels que vous voyez à l'écran, l'image que je vous ai mise. C'est pour vous dire que les nanoparticules, c'est quelque chose de trop petit. Donc, à l'intérieur, ils vont l'ouvrir comme si vous ouvrez un ballon et ils mettent les médicaments dedans. Et après, ils vous l'injectent dans votre corps. Et ces nanoparticules-là aura pour mission de faire véhiculer les médicaments qu'ils transportent en soi, de les faire arriver là où se trouve la maladie, ou là où cela est indiqué. C'est là, ça partira jusque-là pour déposer ces médicaments à cet endroit-là. Et après quelques temps, ces nanoparticules-là disparaîtront dans ton organisme. C'est au tour d'Angèle Djorossou, représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Côte d'Ivoire. De recevoir sa première dose de vaccin anti-Covid. Quelques secondes suffisent et la voici vaccinée. Le système des Nations Unies en Côte d'Ivoire, dans son ensemble, mobilisé pour prendre part à cette campagne de vaccination. Philippe Poinceau est le coordonnateur résident du système des Nations Unies pour le développement dans le pays. Nous sommes venus avec plusieurs chefs d'agence du système des Nations Unies. Alors maintenant, la question à poser est celle-ci. Est-ce que tous ces vaccins contre le coronavirus, c'est des vaccins à nanoparticules? Oui ou non? Oui, moi je vous dis que oui, ces vaccins contre le coronavirus sont des vaccins à nanoparticules. Pourquoi?
Parce que c'est de l'intelligence artificielle. C'est la nouvelle technologie qu'ils ont découvert. Donc, vous voyez bien, du point de vue, la position où se trouverait la marque, soit au niveau du front ou au niveau de la main droite, c'est possible qu'on puisse te l'injecter au niveau de l'épaule. Si cela est commandé ou commandité pour que cela puisse aller rester au niveau du front ou bien au niveau de la main droite, cela est possible avec de l'intelligence artificielle, avec la technologie actuelle. C'est ce que le monsieur va nous expliquer dans cette petite vidéo de 9 minutes. Le nanomonde, c'est d'abord un chiffre. 0,000000001 mètre. Le nanomètre, c'est la taille du nanomonde. C'est à peu près l'échelle des atomes et c'est la taille difficilement appréhendable des nanotechnologies. C'est petit, très petit. Plus de 50 000 fois plus petit qu'un cheveu. Alors une nanotechnologie, alors il y en a toutes sortes, tout ce qui va être pour les ordinateurs ou autres, mais nous on est dans le domaine médical, donc la nanotechnologie dans le domaine médical, ça s'apparente à un petit système composé de différents produits, ça peut être des lipides, des polymères ou des polysaccharides, que les gens connaissent certainement un peu mieux, des sucres, que nous assemblons sous forme d'une sphère creuse, comme un petit peu un ballon de foot. À l'intérieur il y aurait un liquide, de l'eau ou de l'huile ou de l'air. Et ces systèmes, on va les faire de telle sorte qu'ils puissent être administrés dans le corps humain, avec une taille suffisamment petite pour ne pas créer de problème. On va essayer de les designer à l'extérieur pour qu'ils soient compatibles avec tout ce qu'ils vont rencontrer dans le sang, et qu'ils soient suffisamment intelligents pour pouvoir aller directement à l'endroit où ils doivent agir, pour faire le diagnostic, ou même pour traiter, donc on aura mis des médicaments à l'intérieur. Voilà ce que sont les nanotechnologies à visée médicale. Donc au niveau de la préparation des nanoparticules, on a mis dans le vial des polysaccharides que nous avons solubilisés avec un acide. Donc la solubilisation fait que nous retrouvons l'état de l'acide comme de l'eau. Le polysaccharide est totalement solubilisé dedans. On a un liquide totalement translucide, limpide. Nous avons ensuite ajouté un deuxième composé qui est un oxydant. Donc c'est un composé qui est une solution jaune. Et lorsqu'on l'introduit dans la solution de polysaccharide acide, il oxyde le polysaccharide, et nous l'avons observé parce que nous avons une couleur orangée qui est apparue tout de suite, mais on conserve une solution qui est toujours translucide. On peut voir à travers malgré sa couleur orange. Puis nous avons ajouté un monomère qui est une colle chirurgicale hydrophobe, et lorsque nous l'avons introduit, ça a formé des gouttelettes hydrophobes dans l'eau, donc une émulsion, et ces gouttelettes se sont petit à petit intégrées dans le milieu pour faire plus qu'une seule phase. Et tout le processus d'élaboration de la nanoparticule est arrivé. Nous avons perdu la couleur orange, nous sommes arrivés sur du jaune, et la turbidité est apparue pour faire un liquide qui devient une suspension opaque, et pour finir avec, comme nous l'avons vu au départ, une suspension laiteuse correspondant à la fabrication de milliards de nanoparticules dans l'eau. Ça c'est de l'eau.
des nanoparticules qui font environ 100 nanomètres de diamètre à une concentration donnée. Des nanoparticules à la même concentration mais qui font 200 nanomètres de diamètre. Des nanoparticules toujours à la même concentration mais qui sont plutôt de l'ordre de 300 nanomètres de diamètre. La composition de ces systèmes pour des visées médicales sont souvent faits avec des matériaux biocompatibles la plupart du temps pour qu'on puisse les administrer facilement, qu'ils puissent se dégrader dans les fluides biologiques et pas de créer de problèmes de toxicité. Nous utilisons beaucoup les polysaccharides. Donc les polysaccharides, ce sont des sucres, des gros sucres. Donc nous en utilisons tous les jours dans l'alimentation. Et nous les formulons de telle sorte qu'ils puissent faire ces fameuses sphères ou capsules. L'utilisation principale de ces nano-objets, nanosystèmes, sont de deux sortes, soit pour diagnostiquer les maladies, pour qu'on puisse les visualiser avec un appareillage de visualisation, l'échographie, la résonance magnétique nucléaire ou autre, voire de traiter. Donc on incorpore un médicament à l'intérieur de cette nanosphère et ce médicament va être transporté dans le compartiment sanguin jusqu'à l'endroit où il doit agir et là, il va se libérer au cours du temps et agir en même temps que la nanoparticule disparaît par dégradation. Finalement, c'est un principe relativement simple de clé et de serrure. Dans un premier temps, on enferme un médicament dans un nano-objet. Ensuite, la couronne extérieure de l'objet est fonctionnalisée chimiquement. Grâce à cette clé, le nano-objet est capable de reconnaître la cellule pourvue de la bonne serrure et de s'y greffer en libérant son médicament. Cette technique encore expérimentale prendrait bonne place dans la médecine du futur. On va dire que la pathologie exprime une serrure et qu'on va chercher la clé qui va permettre d'ouvrir cette serrure, tout simplement. Donc ça peut être un composé chimique ou naturel, voilà, une protéine, un polysaccharide, quoi que ce soit, mais il faut que ce soit la clé de la serrure exprimée par la maladie. Quant à la nanoparticule elle-même, lorsqu'on l'a injectée, son objectif est de trouver la maladie, de la diagnostiquer, de la traiter s'il faut, et ensuite de disparaître. Ça ne doit pas rester dans le corps humain. On aura beau faire tout ce qu'on veut pour que cette nanoparticule soit la plus biocompatible possible, ça restera jamais quelque chose qui est du soi pour le corps humain. Et le corps humain fait tout pour éliminer le non-soi. Donc plus vite elle quittera le corps humain, plus vite le corps humain se portera mieux. C'est un processus qui a une très belle histoire, ça remonte à très loin, si on part à l'origine de la formulation d'un médicament. Donc là, on est quasiment au début de notre ère. Et ensuite, on a eu un médecin génial, le professeur Paul Ehrlich, qui a eu l'idée d'une balle magique. Cette idée géniale du professeur Paul Ehrlich, prix Nobel de médecine, père de la chimiothérapie, qui s'est dit, en regardant un opéra romantique de Karl Maria von Weber, Der Freischütz, dans l'histoire, c'est cette fameuse balle magique qui est dans l'opéra, c'est ça l'idée. Voilà, qu'est-ce qu'on s'embête? On donne des médicaments aujourd'hui, des drogues en grosse quantité parce qu'elles passent partout, on en perd plein, elles sont métabolisées et peu arrivent sur le site. Il faut arriver à créer une balle magique dans laquelle je mets la drogue et qui, elle, va circuler, ne rien libérer là où il ne faut pas et aller directement sur la cible et tuer la cible. À l'époque, on est dans des cancers, etc. Ce qui n'est pas notre cas dans les maladies cardiovasculaires. L'histoire, c'est ça. Et il nous a fallu un petit siècle, un peu moins, parce que les nanotechnologies sont apparues au milieu des années 65 pour les liposomes, les années 80 pour les nanoparticules polymères, les nanoparticules intelligentes, on va dire début 2000, et puis ensuite tous les processus pour arriver à aujourd'hui espérer faire des essais cliniques. Ma vie de chercheur en 2101, je la vois déjà avec un véhicule qui va me permettre de me déplacer rapidement sans perdre des heures d'embouteillage dans des voitures polluées. Donc je verrais bien un système où on peut se transporter très rapidement. Comment, je ne sais pas, mais très rapidement.
Ensuite, j'envisage mon métier avec tout un tas d'interfaces, tout un tas de facilités qui vont nous permettre d'éviter de travailler sur les animaux. Donc tout le côté préclinique, où on aura tout un tas de systèmes qui auront été mis en évidence, capables de mimer les organismes vivants, et donc on puisse tester ça de manière totalement in vitro, c'est-à-dire qu'on va arrêter de faire toutes ces expérimentations animales, et être certain que les résultats qu'on obtiendra vis-à-vis de ces in silico, si vous voulez, pourront être transférés chez l'homme sans passer par les animaux. Good Morning Business. Culture Geek. Avec Anthony Morel et une annonce assez inattendue mais assez maligne en plein confinement d'Amazon qui propose de payer avec la main, c'est-à-dire vous montrez votre main dans le magasin. Et c'est réglé. C'est ça, voilà. C'est plus lever la main et dites je le jure, c'est lever la main et dites je le paye. C'est un peu, c'est un petit peu ça. Comment ça fonctionne? En fait, alors ils testent ça. Ils l'ont lancé dans un certain nombre de supérettes. Vous savez qu'ils gèrent un certain nombre de supermarchés aux États-Unis. Ah oui. Ils ont Whole Foods en plus aux États-Unis, Amazon. Et donc ils ont lancé ce paiement qui en fait vise à remplacer nos cartes bleues par notre main. Donc vous arrivez à la caisse du supermarché ou pour payer votre café, enfin peu importe. Et plutôt que de sortir votre carte bancaire ou votre porte-monnaie, eh bien vous allez simplement présenter votre main à un terminal de paiement équipé d'une caméra qui va scanner en fait la paume de votre main, analyser sa structure, le réseau veineux de la main. Pas seulement l'empreinte digitale. Non, l'empreinte digitale c'est différent. En fait, le réseau veineux c'est un indicateur biométrique, exactement comme les empreintes digitales. C'est quelque chose qui nous est unique et ça va permettre de vous identifier. Incroyable. De débiter votre compte bancaire, parce qu'évidemment c'est relié à votre carte bleue, et vous sortez du magasin. L'idée étant d'éviter les files d'attente interminables à la caisse des supermarchés. Et l'idée d'Amazon, ce serait d'étendre ça, alors dans les supermarchés évidemment, mais par exemple pour l'entrée des stades, plutôt que d'avoir un billet physique pour aller voir le match de foot, voilà, on utilise sa main. Ou même dans les entreprises, ils disent voilà, le badge des entreprises, plutôt que de badger 20 fois à chaque fois que vous croisez une porte, eh bien vous pourriez montrer votre main. Et évidemment, aujourd'hui, en plein confinement, et où le paiement sans contact est roi, c'est encore mieux. On va même pas sortir la carte. Niveau geste barrière, là on est au top. C'est-à-dire qu'on ne touche absolument à rien. En plus, on évite les files d'attente dans les supermarchés, donc distanciation physique, on est bien aussi. En fait, c'est la suite logique, j'allais dire, du paiement sans contact. Il connaît un engouement incroyable depuis le début de l'épidémie. Le paiement biométrique, c'est la suite. C'est-à-dire qu'on va supprimer la carte, le smartphone. On a juste besoin d'utiliser son corps, j'allais dire. Alors c'est vrai pour les veines de la main, mais ça va être aussi la voix. Par exemple, il y a des banques qui testent le paiement par la voix ou encore le paiement en utilisant les battements de notre cœur, qui sont des indicateurs qui nous sont uniques. Et en Chine, il y a le paiement par la reconnaissance faciale. Oui, bien sûr. Alors qui peut peut-être être un petit peu plus inquiétant d'ailleurs, mais ils testent ça depuis plusieurs années. Tout est inquiétant parce que même votre identité veineuse de la main. De toute façon, on a des. Oui, enfin, vous donnez votre identité. Vous donnez Amazon. votre identité, absolument, c'est ça. Mais en Chine, dans les supermarchés, dans les fast-food, à la boulangerie, on peut utiliser effectivement la reconnaissance de plusieurs centaines de points du visage qui sont reliés à votre compte. Alors c'est sur WeChat notamment, et on va vous identifier à la caisse du supermarché. Il n'y a plus besoin, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de sortir avec ni sa carte bleue ni son smartphone. On peut arriver les mains dans les poches et puis acheter quelque chose. Minorité. Allez, on va parler de ce nouveau moyen de paiement, assez étonnant d'ailleurs, qu'a mis en place Amazon, qui va être testé en tout cas aux États-Unis. Ça se passe à la caisse du supermarché ou du restaurant avec la paume de la main. Ouais. C'est plus lever la main et dites je le jure, c'est lever la main et dites je paye. C'est un peu ça le principe de ce nouveau système de paiement, effectivement assez étonnant, qui vise à, j'allais dire, remplacer les cartes bleues par nos mains. En gros, vous arrivez à la caisse du restaurant ou du supermarché et vous allez non pas sortir votre portefeuille ou votre carte bancaire, vous allez juste montrer la paume de votre main au terminal de paiement. Vous êtes à distance, vous ne touchez absolument à rien. Il y a une petite caméra qui va scanner votre main, qui va analyser la structure de la paume, mais aussi le réseau veineux. Ça, c'est un indicateur biométrique, un peu comme les empreintes digitales. C'est quelque chose qui nous est propre et on va savoir, on va vous identifier, savoir que c'est bien Damien Gourlet qui a acheté 3 pizzas surgelées et 2 paquets de Pépito. Le compte est débité instantanément. Alors évidemment, faut être volontaire, hein. Vous avez inscrit, vous avez enregistré votre empreinte digitale et donc ça permet de simplifier l'acte d'achat, de limiter les files d'attente interminables au supermarché. Et puis le potentiel, il va au-delà de ça. Amazon, imagine, alors ils testent ça dans des supérettes pour l'instant aux États-Unis, mais ils imaginent déjà au stade, on pourrait remplacer les billets pour un match de foot par la paume de la main, ou encore dans les entreprises. Le badge pourrait être remplacé, plutôt que de badger 20 fois pendant la journée, on aurait juste à montrer ça. Moi j'imagine bien prendre la main de Damien pour payer mes courses. Oui, c'est ça. On me demande ma main. Ouais, c'est ça. Elle vous a demandé votre main, exactement. Cela dit, il y a une phrase que j'ai retenue aussi dans ce que vous disiez, Anthony, c'est le côté on ne touche plus à rien. Oui. Et ça en pleine épidémie.
l'épidémie, évidemment, ça c'est passe très bien. malin. C'est très malin, effectivement, parce que là, niveau respect des gestes barrières, on est nickel. Et puis aussi, le fait que ça raccourcisse les files d'attente dans les supermarchés, ça, en termes de respect de la distanciation physique, c'est pas mal non plus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est la continuité du paiement sans contact qui connaît un engouement incroyable depuis le début de la crise sanitaire. C'est vrai qu'on veut plus payer en touchant quoi que ce soit. Et donc, la suite logique, eh bien, c'est le paiement biométrique. Donc, on supprime carrément la carte ou le smartphone qu'on utilise aujourd'hui et on va se servir. Alors, ça peut être les veines de la main, mais il y a plein d'autres expérimentations. Reconnaissance de la voix, par exemple. Ça aussi, c'est un indicateur biométrique qui nous est propre, ou même des battements de notre cœur pour valider un paiement. Autre exemple, le paiement par reconnaissance faciale, c'est assez populaire en Chine. Ça fonctionne bien, ouais, effectivement. Ils testent ça alors dans des supermarchés, ça fait plusieurs années, ou dans des fast-foods. C'est les géants technologiques de là-bas qui testent ça, Tencent, Alibaba notamment. Le principe, vous arrivez à la caisse et vous avez juste à montrer votre visage. On va le scanner, on va analyser des points de concordance avec une photo que vous avez envoyée et vous allez valider le paiement de cette manière-là. Alors c'est assez pratique. Le côté impiratable, alors c'est jamais impiratable, mais en termes de sécurité informatique, c'est beaucoup plus compliqué de pirater un visage qu'un mot de passe, même si il peut y avoir des failles évidemment. Après, c'est toutes les questions que ça pose en termes de respect des libertés individuelles et de respect des données qu'on va devoir confier, parce que là c'est vraiment ce qu'on a de plus personnel finalement, nos données biométriques qu'on va confier à ces géants d'internet, qu'ils soient chinois ou américains. Merci beaucoup Anthony Morel. L'économie avec vous, Emmanuel Le Chypre, et cette info qui nous a frappé ce matin. Les banques suppriment de plus en plus de distributeurs de billets. Oui, le nombre de distributeurs automatiques de billets a chuté de plus de 4% en 2019. C'est ce que dit la Banque de France. Il est désormais de 50 316. C'est quand même 2135 machines en moins que l'année précédente. Et l'accélération de la tendance est très nette, puisque entre 2015 et 2018, on était plutôt sur un rythme de 1,8% par an en moins. Là, 4%, c'est quand même beaucoup plus rapide. Et les premières tendances pour 2020 disent qu'avec la crise du coronavirus, ça s'est encore accéléré. Il y a presque 6 communes sur 10 en France qui n'ont pas ou qui n'ont plus de distributeurs de billets, et pas que les petites, pas forcément les petites communes rurales. Vous avez en région parisienne, par exemple, plusieurs villes de 50 000 à 100 000 habitants qui n'ont plus que 2 ou 3 distributeurs de billets. Et c'est parce que les consommateurs payent plus du tout en liquide ? Alors oui, c'est vrai, il y a les habitudes nouvelles, on paye moins en cash, on achète plus en ligne, on est plus abonné. Ce qui fait qu'évidemment c'est moins de transactions. Les paiements par carte ont bondi de 67% au cours des 10 dernières années. C'est 4 fois plus rapide comme augmentation que la consommation. Le phénomène s'est accéléré avec le coronavirus évidemment, puisque vous savez qu'on a augmenté le plafond des paiements sans contact. Quand vous allez dans les petits commerces, aujourd'hui, le paiement sans contact, c'est presque 9 transactions sur 10. C'était 3 sur 10 il y a à peu près un an. Et puis, il n'y a pas que les habitudes. Les banques, elles trouvent que les distributeurs de billets, ça coûte cher. Installer un distributeur, c'est entre 35 000 et 50 000 euros. L'entretien, l'alimentation des billets, c'est 15 000 euros par an. Et puis, il y a aussi moins d'agences sous l'effet de la concurrence des banques en ligne, notamment. Ça veut dire que le cash est voué à disparaître ? Alors ça, c'est le rêve des banques et des États, parce qu'évidemment, la fin du cash, c'est moins de fraude, moins de coûts, évidemment. C'est la transparence totale sur tous nos faits et gestes. Alors oui, on va utiliser moins de cash, ça va peut-être tomber à 15% des transactions, mais d'ici là, à ce qu'ils disparaissent, c'est quand même assez peu probable. D'abord, 8 Français sur 10 sont attachés au cash, parce que, par exemple, ils n'ont pas confiance dans les paiements sur Internet, parce qu'ils tiennent à la confidentialité de leur vie privée. Et puis il y a une méfiance aussi vis-à-vis des banques qui ne se dément pas depuis la crise de 2008. Donc oui, on va utiliser moins d'argent liquide, mais attention, le vrai risque, c'est plutôt de perdre confiance dans les monnaies traditionnelles pour aller vers les crypto-monnaies. Demain. C'est déjà demain avec Anthony Morel. Anthony, le plafond pour le paiement sans contact. D'abord, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Le
plafond pour le paiement sans contact avec sa carte de paiement est passé de 30 à 50 €. Les Français sont de plus en plus friands de ce moyen de paiement considéré par l'OMS comme un geste barrière. Et ce n'est qu'un début. Est-ce que vous avez de la monnaie sur vous? Non. Mais moi, jamais, vous avez jamais d'argent liquide? Parfois, mais là, je me suis fait la réflexion. Toujours un peu. Ouais, toujours un peu. Et vous, Quentin? Ça fait 2 mois que j'ai pas touché une pièce. Exactement. Moi, depuis le début de moi, je ne peux pas vivre sans argent liquide. Je suis perdu si j'ai pas d'argent liquide. J'ai pas tiré d'argent au distributeur depuis le début de la crise. Là, je me suis rendu compte de ça. Mais ouais, je vous assure. Mais il y a eu une dégringolade de. Comment faites-vous? Justement, avec le sans contact. Mais non, mais c'est ça. On fait tout en sans contact. Maintenant, c'est ça. On s'est rendu compte. C'est ça qui est incroyable avec cette crise qu'on traverse. C'est un accélérateur. Mais quand vous allez acheter votre journal, par exemple. Mais maintenant, vous pouvez payer en sans contact votre baguette. Qu'est-ce que vous faites? La baguette à 1 €. Moi, ma baguette, je l'achète ou 1,20 € ou je sais pas. Sans contact. Sans contact. Mais maintenant, vous avez des boulangeries, vous avez plein de petits commerces même qui refusent l'argent liquide ou en tout cas qui conseillent fortement, y compris des boulangeries, le paiement sans contact. Et donc, il y a plein de Français qui s'y sont mis avec cette crise. Alors, le paiement par carte sans contact, c'était déjà relativement généralisé, mais qui paient maintenant avec leur smartphone en utilisant Apple Pay, Google Pay, Paylib aussi. On peut citer les petits Français. Donc là, on tend juste son smartphone devant une borne et puis on paye automatiquement. On peut payer aussi, c'est PayPal qui propose ça depuis le début de la crise, du paiement par QR code sur les marchés par exemple, là où il n'y a pas forcément de terminaux de paiement. Et le commerçant va mettre un petit code barre numérique sur son étal et on a juste à approcher son smartphone et on va pouvoir être débité sur ce compte PayPal. C'est extrêmement pratique. Mais il n'y aura pas de on retour. sait plus ce qu'on dépense, c'est quand même, non? Avec l'argent liquide, on sait. Oui, alors c'est vrai. C'est vrai qu'il y a la dématérialisation, c'est vrai, tout devient un petit peu virtuel. Vous n'avez pas complètement tort sur ce point-là. Mais en tout cas, je pense pas qu'il y aurait de retour en arrière sur ce point-là. Alors, d'autres solutions sont en train de voir le jour. On va même aller plus loin. Mais bien sûr. On n'aura même plus besoin de sortir sa carte, son smartphone de sa poche. Mais bien sûr. Par exemple, en Chine, ils sont en train de tester ça. Ça fait même 1 ou 2 ans maintenant. Le paiement par reconnaissance faciale. Vous payez avec un sourire, au restaurant ou au café. Quand on voit les débats autour du traçage en France, on n'est pas là encore. Non, mais très très clairement. Vous arrivez à la caisse, on arrive à détecter votre visage qui est relié à votre compte en banque et vous êtes débité instantanément. Ça m'a fait hurler de rire. On a cité la Corée du Sud en exemple sans cesse, mais on oublie qu'en Corée du Sud, tout est comme ça. Pour le coup, oui, au niveau traçage. Au niveau traçage, ça ne rigole pas. Payer au restaurant, au supermarché en montrant la paume de sa main. Oui, alors ça, c'est Amazon qui travaille sur le sujet, c'est-à-dire que vous arrivez devant le terminal de paiement et vous faites juste ce geste-là, donc vous présentez votre main et en fait, on va analyser les veines de votre main et la structure de votre paume. C'est un indicateur biométrique qui nous est unique et ça va permettre de vous identifier et de payer. C'est-à-dire qu'on pourra sortir sans avoir de portefeuille, sans avoir une pièce sur soi, sans avoir son smartphone et on pourra quand même acheter quelque chose, payer son café, son journal ou sa baguette de pain. Bon, c'est votre monde. Il est 6h59. Ce sera le vôtre aussi bientôt. Ça sera le moment où je serai plus là quand ça existera.